Et si l'avenir de l'Afrique se jouait non pas dans les palais lointains, mais dans le souffle discret de la savane partagée? Imaginez un instant, une frontière invisible où ni les arbres ni les rivières ne connaissent tous les papiers d'identité. À la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana, tout respire à l'unisson. Les éléphants arpentent les plaines sans jamais s'arrêter devant une barrière. Les rivières serpentent librement, nourrissant les villages burkinabés et ghanéens, et les habitants partagent plus que la terre. Ils partagent aussi des espoirs, des peurs et des traditions qui se transmettent depuis des générations. Cette réalité n'est pas seulement poétique, elle est aussi vitale. Dans la région du Ponassi, au Burkina Faso, et la zone écologique du Molé, au Ghana, la gestion du territoire dépasse les enjeux de l'écologie pour toucher au cœur du destin de l'Afrique de l'Ouest. Ignorer ce territoire, c'est ignorer des millions de vies, leur stabilité, leur prospérité et la paix fragile qui y règne. On pourrait croire que l'aide viendra toujours de l'extérieur, mais l'attente est un pari dangereux. Laisser d'autres décider pour soi, c'est risquer de perdre non seulement ses ressources vitales, mais aussi sa liberté et son avenir. Alors pourquoi ces deux pays, le Burkina Faso et le Ghana, décident-ils aujourd'hui d'agir ensemble, de refuser la passivité et de bâtir des solutions locales? Qu'est-ce qui les pousse à unir leurs forces pour défendre non seulement leurs terres, mais aussi leurs traditions et l'avenir de leurs enfants? La réponse se trouve dans un pacte inédit, né de l'urgence mais aussi d'une confiance patiemment tissée entre voisins. Cette alliance n'est pas tombée du ciel. Elle est née du constat partagé que les anciennes méthodes ne suffisent de plus et qu'il faut inventer une voie nouvelle, inspirée par les réalités du terrain. Mais comment ce pari audacieux a-t-il vu le jour et quelles promesses porte-t-il pour l'ensemble du continent africain? Pour comprendre, il faut d'abord mesurer l'ampleur du défi. Dans ces régions de savane et de forêt, la nature ne connaît pas de frontières. Des milliers d'hectares de paysages partagés, modelés par les saisons et les usages, servent de cadre à la vie de communautés entières. Chaque famille dépend du bois pour cuisiner, de l'eau pour irriguer ses cultures, de la terre pour semer mil et sorgho, et des animaux pour se nourrir ou gagner un revenu complémentaire. Pourtant, la pression ne cesse de croître. La population augmente à un rythme soutenu. Si l'on regarde les chiffres, on constate que la population du Burkina Faso a doublé en moins de 50 ans. Au Ghana, c'est un phénomène similaire. Cette croissance démographique accentue la demande en terres cultivables, en bois de chauffe, en eau potable. Parallèlement, la nature est fragilisée par les effets du dérèglement climatique. Les saisons sont de plus en plus imprévisibles, la sécheresse s'intensifie et la quantité de pluie diminue. Prenons un exemple concret. Chaque année, des incendies incontrôlés ravagent des centaines d'hectares. Ces feux, autrefois déclenchés pour régénérer la savane, deviennent aujourd'hui des catastrophes qui échappent à tout contrôle. Ils détruisent non seulement les habitats naturels des espèces sauvages, mais aussi les récoltes et les infrastructures des villages. En 2022, par exemple, un incendie a traversé la frontière, détruisant plusieurs fermes sur les deux territoires nationaux, forçant des familles entières à chercher refuge ailleurs. La déforestation, accélérée par le besoin de nouvelles terres agricoles, modifie profondément le paysage. Là où il y avait autrefois des forêts denses, il ne reste parfois qu'une terre nue, vulnérable à l'érosion. Cette situation n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. On retrouve un phénomène similaire dans la région amazonienne, où l'avancée des cultures repousse la forêt chaque année. Autre conséquence, le braconnage, autrefois marginal, devient une question de survie pour certains villageois. Les éléphants, symboles de la savane, sont de plus en plus menacés. Lorsqu'une ressource s'épuise d'un côté de la frontière, la pression se reporte immédiatement sur le voisin, créant des déséquilibres, des tensions, voire des conflits ouverts autour de l'accès à la terre, à l'eau ou au pâturage. Prenons le cas d'un village burkinabé, Silmiugou, où la mare principale s'est tarie lors d'une sécheresse prolongée. Les habitants ont dû traverser la frontière pour puiser de l'eau dans le village ghanéen voisin. Ce geste banal en apparence a suscité inquiétude et discussion. Fallait-il partager ou protéger ce qui restait? Finalement, les deux villages ont choisi la coopération. Ils ont mis en place un système de tours de garde et de gestion partagée pour éviter la surexploitation. Mais tous les villages n'ont pas cette chance ou cette sagesse. Les conflits ne sont pas rares. Des affrontements autour de pâturages ou de puits éclatent régulièrement, même entre communautés liées par le sang ou le mariage. Ce ne sont pas des guerres de haine, mais des luttes pour la survie. L'exemple du conflit autour de la mare de Pakwassi en 2019 illustre bien ce risque. Une dispute entre deux groupes de jeunes liés à l'accès à l'eau a failli dégénérer avant l'intervention des chefs traditionnels. Le constat est clair. Sans changement, la perte de biodiversité va s'accélérer.
La pauvreté, déjà grande, risque de devenir insoutenable. Les conflits horizontaux pourraient se multiplier, menaçant la stabilité non seulement de la zone frontalière, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une question de bois ou d'eau, c'est une question de dignité, de paix et d'avenir pour des millions de personnes. Face à cette crise partagée, une question surgit, brûlante. Comment ces peuples, leurs dirigeants, mais aussi chaque habitant, peuvent-ils sortir de l'impasse et bâtir une solution qui dépasse les frontières? Au fil du temps, certains refusent la résignation et la fatalité. Des femmes, des hommes, portés par la sagesse de leurs aînés, décident d'agir. Ils savent que protéger une forêt sur un seul versant, c'est vouloir arrêter la pluie avec une paume. La nature ne s'arrête pas à la ligne tracée sur une carte. Lorsqu'une catastrophe frappe d'un côté, elle finit toujours par déborder chez le voisin. L'histoire abonde d'exemples où l'attente a été synonyme de désastre. En Afrique australe, la lenteur à réagir face à la sécheresse a coûté la vie à des milliers de têtes de bétail et provoqué des famines dévastatrices. Les anciens du Ponasi racontent souvent comment, il y a 30 ans, une saison de feu non maîtrisée a réduit à néant les pâturages sur 200 hectares, forçant les familles à migrer vers les villes. Ils ont appris, parfois dans la douleur, que seule une action collective, rapide et concertée permet d'éviter le pire. Dans les villages frontaliers, cette leçon a été comprise. Personne ne viendra les sauver. Les habitants sont devenus les premiers gardiens de leur environnement. Des groupes de surveillance se sont formés pour patrouiller la nuit, surveiller les départs de feu, protéger les animaux des braconniers. À Koubri, au Burkina Faso, un comité de jeunes surveille chaque année les feux de brousse et signale tout départ suspect. Au Ghana, dans le village de Damongo, ce sont les femmes qui organisent la collecte de bois de manière durable, évitant la coupe à blanc, qui appauvrit la forêt. Mais l'action isolée a ses limites. Si chaque village protège sa parcelle sans coordination, le problème ne fait que se déplacer. Sauver une mare ici attire la convoitise là. Sans entraide, chaque victoire reste fragile. C'est pourquoi la gestion communautaire et la solidarité entre nations prennent toute leur importance. L'exemple du ranch de Nazinga au Burkina Faso est révélateur. Dans les années 80, cette zone était vouée à la disparition de sa faune. Grâce à la participation des communautés, à la surveillance partagée et à la création d'activités génératrices de revenus, comme le tourisme ou la transformation du miel, la faune a repris ses droits. Aujourd'hui, Nazinga attire touristes et chercheurs, et les jeunes y trouvent un emploi comme guide ou pisteur. Ce succès a inspiré d'autres régions d'Afrique, prouvant qu'une gestion locale appuyée sur la solidarité peut transformer un territoire. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit dans les actes du quotidien. Comment dépasser la méfiance, surtout après des décennies de rivalité ou d'incompréhension? La réponse se trouve dans l'écoute, le dialogue et l'échange des savoirs. Au lieu d'appliquer des recettes venues d'ailleurs, les communautés ghanéennes et burkinabées se sont tournées vers leurs propres solutions. Au Ghana, les responsables villageois viennent apprendre directement des Burkinabés comment organiser la surveillance, prévenir les incendies, valoriser les produits forestiers comme le miel, le beurre de karité ou les plantes médicinales. Chaque rencontre est un lieu d'échange vivant où l'on partage des années d'expérience contre la sécheresse, les feux ou la disparition de la faune. Cette solidarité va plus loin qu'une aide ponctuelle. Elle se traduit par des actions concrètes. Gestion commune des forêts, partage de l'eau, organisation de marchés transfrontaliers pour vendre le surplus de production. À la frontière, un marché hebdomadaire s'est ouvert, où chaque famille peut vendre ou échanger du poisson, des fruits ou des produits artisanaux, renforçant ainsi les liens entre villages. Le résultat est tangible. Les tensions autour de la terre diminuent, les conflits sur le bétail ou les cultures s'apaisent, et une confiance nouvelle s'installe. Rapidement, d'autres villages viennent observer ce modèle et découvrent comment il transforme la vie. À la frontière, le village de Nandom est devenu un exemple en matière de gestion partagée de l'eau. Les anciens des deux côtés organisent des cérémonies communes pour bénir la rivière et rappeler l'importance de la préservation. Ce qui fait la force de cette alliance, c'est l'expérience partagée. Ici, les défis sont presque identiques et la solution locale a plus de poids qu'un programme imposé de loin. Les villageois du Burkina Faso et du Ghana se parlent non pas en techniciens, mais en frères et sœurs de la même zone sahélienne, confrontés au même vent sec, à la crainte des feux et à la volonté de préserver leur dignité. Ce mouvement, né à la frontière, s'étend aujourd'hui à d'autres régions d'Afrique. On voit naître un nouvel élan africain, celui de la coopération et de l'autonomie. Les communautés reprennent la main, partagent leurs réussites, bâtissent des ponts là où, autrefois, s'élevaient des barrières.
C'est une chance unique pour l'Afrique de sortir de la dépendance, de montrer qu'elle peut inventer ses propres réponses. L'histoire regorge de parallèles. Dans les Andes, au Pérou, les paysans ont sauvé des cultures millénaires en échangeant leur savoir à travers les montagnes. En Asie du Sud-Est, les villages forestiers de Thaïlande et du Laos ont créé des réseaux de solidarité pour contrer la déforestation. Partout où la coopération locale a été privilégiée, les résultats ont été plus durables que les interventions extérieures. Mais l'opportunité n'est pas éternelle. La laisser passer, ce serait rester vulnérable, soumis au choix d'autres, condamné à répéter les mêmes erreurs. Ce que démontrent le Burkina Faso et le Ghana, c'est la puissance de l'expérience locale et la valeur de la confiance entre voisins. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Les obstacles sont nombreux. Manque de moyens, tentation de revenir à de vieilles habitudes, pression des groupes extérieurs qui cherchent à imposer leur modèle. L'histoire récente de la gestion forestière au Cameroun montre que, sans implication locale, même les meilleurs projets échouent. Mais quand la terre reverdit, c'est toute une génération qui retrouve l'espoir et la fierté. Ici, la gestion locale ne transforme pas seulement la nature, elle change le destin de villages entiers, prouvant que les solutions naissent d'abord du sol africain. Les jeunes, autrefois tentés par l'exode rural, trouvent aujourd'hui de nouveaux emplois grâce au reboisement, à l'agroécologie, à la surveillance de la faune. À Pau, par exemple, un groupe de jeunes a lancé une coopérative de production de miel et de savon, créant ainsi des emplois et réduisant le départ vers les villes. Leur engagement donne du sens à leur avenir, tout en préservant la terre ancestrale. Les femmes innovent aussi. À Boulsa, elles transforment les fruits sauvages en huile, savon ou produits cosmétiques, diversifiant les revenus familiaux et allégeant le fardeau quotidien. Cette autonomie économique renforce leur place dans la société et favorise la scolarisation des filles. Les comités villageois partagent désormais la gestion de l'eau. Ensemble, ils apaisent les tensions. L'union autour de la ressource chasse les conflits, la confiance revient, la paix s'installe. Plusieurs villages burkinabés et ghanéens ont créé des commissions de l'eau qui décident ensemble du calendrier d'irrigation, préviennent les abus et maintiennent les canaux. Ce modèle traverse les frontières. Voir ses voisins réussir sans dépendre d'aides lointaines inspire le respect et l'émulation. À Bolgatanga, au Ghana, des délégations venues du Togo et du Bénin sont venues s'inspirer de ce modèle pour l'adapter à leurs propres défis. Mais ignorer ces solutions, c'est risquer de perdre la jeunesse, la cohésion et la dignité du village. Sans unité ni gestion locale, l'exode et la violence pourraient tout balayer. L'exemple du lac Tchad, dont la disparition accélère les conflits, rappelle combien il est urgent d'agir localement et collectivement. Alors, quelles leçons pour chaque Africain, chaque décideur, chaque voisin? Saurons-nous bâtir ensemble notre avenir, ou resterons-nous prisonniers de nos divisions? Pour le Burkina Faso et le Ghana, la coopération n'est plus un rêve, mais une réalité quotidienne. Leur partenariat montre que l'Afrique peut reprendre la main, non seulement sur son environnement, mais aussi sur son destin. Les frontières séparent sur la carte, mais ce sont les liens entre voisins qui dessinent l'avenir. Quand le Burkina Faso et le Ghana choisissent la coopération, ils rappellent que la vraie souveraineté ne s'impose pas. Elle se construit patiemment, par la confiance et la volonté partagée d'affronter chaque défi ensemble. Ce partenariat, enraciné dans la sagesse locale, protège bien plus que des arbres ou des rivières. Il préserve la paix, nourrit la dignité et donne à chaque génération le pouvoir de choisir son destin. Au lieu d'attendre des réponses extérieures, ils puisent donc dans leur propre tradition et dans la terre commune des solutions adaptées, forgées à la main. Oublier cette leçon, ce serait risquer de perdre le contrôle, non seulement de ses ressources, mais aussi de son image et surtout de son avenir. Fermer les yeux sur la richesse locale, c'est laisser les voix des communautés s'effacer sous le poids d'intérêts venus d'ailleurs. Ce que montrent le Burkina Faso et le Ghana, c'est qu'en faisant confiance à leurs voisins et à leur propre savoir, ils créent une prospérité durable. Comme les éléphants qui franchissent la savane sans se soucier des barrières, ils prouvent que l'espoir africain germe d'abord au seuil de la maison, là où les regards se rencontrent et où la solidarité devient force. Souveraineté, paix, prospérité. Ces valeurs grandissent quand on agit ensemble, pas quand on attend l'aide de l'extérieur. Il est temps de croire que les vraies solutions sont ici, à portée de voix, dans la main tendue du voisin, dans la sagesse des anciens, dans l'engagement des jeunes et dans la résilience des femmes. Pour chaque décideur, chaque citoyen, chaque village d'Afrique de l'Ouest, la question n'est plus qui viendra nous aider, mais que pouvons-nous construire ensemble, aujourd'hui, pour demain. C'est là, dans ce choix collectif,